Laurent Gbagbo passe une nouvelle nuit en prison aux côtés de Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga ou encore Germain Katanga. L'ancien chef de l'État ivoirien pourrait être jugé pour crime contre l'humanité. Il comparaîtra pour la première fois ce lundi devant la CPI, la Cour pénale internationale. Il a refusé, vous le savez, en décembre 2010 de reconnaître les résultats de la présidentielle. S'en est suivi un conflit qui a duré jusqu'au 11 avril 2011, date de son arrestation. 3000 personnes auraient été tuées lors de ces violences post-électorales. Alors les pro-Ouattara ont été également accusés de crimes par de nombreuses organisations. Seront-ils transférés, eux, à La Haye? Les soutiens de Laurent Gbagbo parlent d'une justice des vainqueurs. La réconciliation engagée dans le pays est-elle menacée? On en parle ce soir avec Antoine Glaser. Bonsoir, journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, co-auteur de Sarko en Afrique, et c'est aux éditions Plomb. Vincent Hugeux, bonsoir. Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express qui a couvert le conflit en Côte d'Ivoire. Avec nous, Jean-Karim Fall. Bonsoir, Jean-Karim. Bonsoir. Vous êtes le chef du service Afrique à RFI, Radio France Internationale. Et puis avec nous, Florent Gel, bonsoir. Vous êtes le directeur Afrique de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et vous avez enquêté sur les crimes en Côte d'Ivoire. Alors avant de commencer ce débat, nous partons tout de suite à Abidjan où l'on retrouve notre correspondante Maureen Grisot. Maureen, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, Maureen, comment le transfèrement de Laurent Gbagbo a-t-il été accueilli à Abidjan et plus largement en Côte d'Ivoire? Alors, les réactions des pro-Gbagbo sont consternées. Notre Voix, un quotidien proche de l'ancien pouvoir et dont 3 journalistes viennent d'être mis en prison, a titré que la réconciliation était désormais impossible par la faute d'Alassane Ouattara. Ce qui est sûr, c'est que les sympathisants de Gbagbo ont peur. Ils ont peur pour leur leader et aussi pour eux-mêmes. Tous ceux que j'ai rencontrés ce matin ont refusé de prendre la parole devant une caméra. Ils se disent menacés, notamment par les soldats de la nouvelle armée. Ce transfèrement est un signe fort à quelques jours des législatives et les rares personnalités politiques proches de l'ancien président qui avaient décidé de ne pas boycotter le scrutin se sont finalement retirés hier soir. Ceux qui ont choisi l'exil après l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril dernier ont eux aussi vivement réagi. Charles Blé Goudet, l'ancien ministre de la Jeunesse, parle d'un complot. Le chef des Jeunes Patriotes, sous le coup d'un mandat d'arrêt émis par la justice ivoirienne, dénonce une justice des vainqueurs, une justice qui remet en cause, selon lui, le processus de réconciliation. Le gouvernement ivoirien, lui, est très serein. Pour le Premier ministre Guillaume Soro, ce transfèrement est une leçon pour les dirigeants qui ne peuvent plus commettre de crimes impunément. Guillaume Soro, l'ancien chef des Forces Nouvelles, une rébellion accusée par les humanitaires d'avoir perpétré de nombreuses exactions, notamment dans l'ouest du pays. Merci beaucoup, Maureen Grisot, correspondante de France 24 à Abidjan. Laurent Gbagbo est donc aujourd'hui accusé de crimes contre l'humanité. L'ancien chef de l'État aurait planifié des massacres. Je vous propose ensuite d'écouter le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo. Ce qui s'est passé, c'est que des gens qui manifestaient à Abidjan ont été la cible de tirs de la part des forces de sécurité qui suivaient délibérément des ordres pour réprimer ce mouvement. Le gouvernement de Ouattara s'est aussi retrouvé encerclé et a dû être protégé par les Nations Unies. Je ne sais pas ce qui se serait passé sinon. Alors c'est un problème. Nous pensons que Gbagbo, après avoir perdu les élections, a pensé qu'il pouvait rester au pouvoir en utilisant la violence. Et ça, ce n'est pas acceptable. Antoine Glaser, Laurent Gbagbo jugé par une justice internationale, est-ce une bonne chose? N'aurait-il pas dû être jugé par les Ivoiriens? Ça, c'est vraiment aux Ivoiriens de le dire. C'est pas, je veux dire, les journalistes, on ne peut que canaliser. On peut dire qu'il y a une vraie stratégie politique d'Alassane Ouattara. C'est son choix. Son choix, c'est de faire juger finalement Laurent Gbagbo et son entourage pour crimes économiques par la justice ivoirienne et pour tout ce qui est crime de sang, crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Bien évidemment, si vous avez, la stratégie politique, c'est aussi le 11 décembre, il y a des élections législatives. Quelque part, c'est vrai que pour Alassane Ouattara, c'est à court terme se retirer une épine du pied, puisqu'il n'y a pas vraiment encore de réconciliation nationale dans ce pays. C'est un type qui est un ancien dirigeant du Fonds monétaire international, donc on voit bien qu'il est à l'aise sur le plan économique et financier, mais sur le plan politique dans ce pays, on sent que les gens ils sont contents que ça soit finalement
arrêtés parce qu'ils étaient fatigués, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il y a une réconciliation nationale réellement. À part ça, c'est vrai que, évidemment, les pro-Gbagbo ont beau jeu de dire, regardez, les Libyens, Saïf el-Islam, le fils du colonel Kadhafi, les Libyens veulent le juger dans leur pays et non pas à la CPI. Et le monsieur Moreno Campo, qu'on vient de voir, a été en Libye pour essayer justement d'obtenir que Saïf el-Islam soit aussi jugé à la CPI. Donc c'est vrai que les Africains, après, ont beau jeu de dire, voyez, il y a 2 points de mesure. Oui, d'ailleurs, je trouve d'ailleurs la comparaison entre la Libye et la Côte d'Ivoire très pertinente, parce que dans les 2 cas, au fond, la décision prise par le pouvoir en place résulte d'un calcul politique. Autant le Conseil national de transition libyen estimait qu'il était dans son intérêt en termes d'image, en termes d'assises auprès d'un peuple libyen déchiré, de considérer que tout leader de l'ancien régime, à commencer par Mouammar Kadhafi, ce ne sera pas nécessaire, ou son fils Saïf al-Islam, doivent être jugés sur le sol libyen. Et c'est d'ailleurs ce que disaient tous les rebelles qu'on pouvait croiser à Misrata, à Benghazi, à Tripoli ou ailleurs. Autant, me semble-t-il, Alassane Ouattara et son premier cercle considèrent qu'il est plus ingérable encore d'aller au-devant d'un calendrier électoral acrobatique, élection législative le 11 décembre, avec un Laurent Gbagbo présent sur le territoire national, que de l'avoir en quelque sorte exfiltré du théâtre ivoirien sous la caution, évidemment, jugée honorable, de la justice internationale, avec le double niveau de responsabilité qu'évoquait Antoine à l'instant, c'est-à-dire, oui, il doit être jugé sur notre sol pour des crimes, non pas mineurs, mais en tout cas qui n'engagent pas des concepts aussi lourds que crimes contre l'humanité, crimes de guerre, mais nous devons, par une sorte de souci de respectabilité planétaire, le déférer auprès d'une instance internationale qui a été constituée pour ce faire. Jean-Karim Fall, pour les familles des victimes, le fait qu'ils soient jugés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est pas finalement plus douloureux? Est-ce que ça n'aurait pas été plus important pour ces familles des victimes de voir cet homme jugé dans leur pays? Je pense que pour les familles, effectivement, il aurait mieux valu que Laurent Gbagbo soit jugé en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi des familles qui reconnaissaient qu'un jugement de Laurent Gbagbo, la comparution de Laurent Gbagbo à Bouaké ou à Abidjan, ça voulait dire une mobilisation de tous ces partisans qui sont là, il faut pas le nier, au quotidien pendant des semaines. Et au-delà des familles, et là je vous rejoins tout à fait, Laurent Gbagbo était devenu pour le pouvoir d'Alassane Ouattara un véritable problème politique. Parce que si on regarde bien les timides tentatives de dialogue amorcées entre le gouvernement de Guillaume Soro et la direction du FPI, ont fait chou blanc. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce préalable qui était posé par la direction du FPI, la libération de Laurent Gbagbo. Donc, un Laurent Gbagbo aujourd'hui à la Haye, devant la CPI, cette revendication de sa libération se pose plus difficilement. Donc, pour eux, il était vraiment très important que Laurent Gbagbo quitte le pays et soit jugé à l'extérieur. Mais ça alimente toujours le complot aussi de l'international, Antoine Glaser, c'est ce qu'on dit. On dit toujours que c'est les forces étrangères finalement qui ont délogé Laurent Gbagbo. Ce sont aujourd'hui les étrangers qui vont... Il y a bien des partisans de Laurent Gbagbo. Il parle carrément d'exfiltration franco-ivoirienne. D'autant que le président Alassane Ouattara, qui devait venir en visite officielle en visite d'État en France du 21 au 28 décembre, finalement ça a été reporté fin janvier. Mais je veux dire, c'est vrai que tout ça est une stratégie avec ces 2 avocats français, Jean-Paul Benoît et Thierry Mignard, qui seront déjà à la CPI la semaine prochaine pour préparer sur un procès qui sera sur plusieurs années. Mais c'est une réalité. C'est pas parce que Laurent Gbagbo se trouve à la CPI que ses partisans vont participer aux élections législatives du 11 décembre. Florent Gelgeouet, qu'on s'arrête quand même sur cette accusation de crime contre l'humanité, évidemment extrêmement grave. Ça veut dire concrètement que Laurent Gbagbo aurait planifié les massacres. Vous êtes allé à la rencontre des victimes. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Enfin, la CPI le dira, mais... Il y a eu, je vais pas me le dire à la place de la CPI. La CPI a quand même été créée pour ça aussi, pour intervenir dans ces situations où, en raison de la gravité des crimes qui ont été commis dans un pays, effectivement, dans certains pays fragiles, et on peut considérer la Côte d'Ivoire comme un pays fragile, on ne puisse pas juger ce type de crime dans ce pays.
Et donc, dans ces cas-là, mais dans l'idéal, il faudrait que ce soit évidemment la Côte d'Ivoire qui le juge. Sur la nature des crimes qui ont été commis, il est très clair que quand même, Laurent Gbagbo a mis en place, a utilisé les structures de l'État pour réprimer tout ou partie de sa population, pour conserver le pouvoir. Il a utilisé les forces de défense et de sécurité, il a armé des miliciens, il a planifié effectivement aussi ses attaques, et même si lui-même n'a pas à chaque fois donné les ordres, il a été celui qui a couvert politiquement ces ordres. Il était le président de tous les Ivoiriens et il a attaqué en partie une partie de sa population. Les faits sont clairement là. Pour autant, en face, puisqu'on parle toujours de ce deux poids deux mesures, ouais. Et effectivement, l'enjeu de cette question de Laurent Gbagbo à la CPI, ce sera qui sera aussi à la CPI, d'autres probablement du clan Gbagbo. 3, 4, 4, 5, pas plus. Et puis peut-être du clan Alassane Ouattara, parce que c'est quand même la question ce soir. Et bien sûr, probablement, quelques personnes, 2, peut-être, le tout maximum, ça devrait faire 6 ou 7 personnes maximum à la CPI, puisque le rôle de la CPI, c'est pas de juger tout le monde, c'est de juger les responsables les plus importants de ceux qui ont commis et ordonné les crimes. Alors justement, d'après les informations du Monde, ce soir, Guillaume Soro, donc qui est l'actuel Premier ministre ivoirien, Vincent Hugeux, pourrait être sur cette liste. Guillaume Soro, donc qui dirigeait les forces nouvelles. Alors, le rapport de force, je dirais, symbolique et politique est tel que pour ne pas encourir ce procès en iniquité néocoloniale, il faut effectivement que le camp Ouattara sacrifie, entre guillemets, quelques-uns des caïds de l'ancienne rébellion. Alors, maintenant, la question est de savoir à quel niveau on frappe. Dire que est-ce qu'on peut imaginer Guillaume Soro devant la CPI Écoutez, en principe, la CPI n'a pas à s'interdire quelque décision que ce soit de cette nature si elle est fidèle à son statut, à ses obligations. C'est bien sa novation en plus. Qu'on puisse juger justement des chefs d'État ou des premiers ministres, ce qu'on ne pouvait pas faire avant et maintenant on peut le faire grâce à la CPI. C'est précisément sa raison d'être. Mais là encore, on va devoir raisonner en termes de prix politique. Vous savez, il y a eu une rencontre discrète que nous avons eu l'occasion de révéler sur le site de l'Express dimanche, à Paris, voilà quelques jours, entre Alassane Ouattara et Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI. Ils se connaissent, ils s'étaient vus déjà à la mi-octobre à Abidjan, mais à votre avis, pourquoi se voient-ils à cet instant de l'histoire ? Évidemment parce qu'il fallait caler certains détails pour gérer l'accompagnement du traumatisme causé par le transfert de Laurent Gbagbo. J'ajoute un petit élément de droit qui peut paraître anodin, qui ne l'est pas. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ce qui apparaît aux yeux de certains comme une forme de précipitation ? Eh bien aussi parce que le 8 décembre, 3 jours avant les élections, la Côte d'Ivoire devait comparaître devant la Cour de justice de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Or, ce que plaidaient les avocats de Gbagbo, c'était précisément ce qu'on appelle la jurisprudence Tandja, du nom de l'ancien président nigérien, où la Cour de justice de la CEDEAO avait considéré qu'il y avait de l'arbitraire dans le fait de ne pas libérer, en attendant son jugement, le dit Mamadou Tandja. Donc il y avait une sorte de course de vitesse et il fallait absolument que ce transfert ait lieu avant cette échéance. Avec un tout petit temps, Antoine Glaser. Avec un tout petit tempérament quand même sur ce que vient de dire Vincent. C'est que ces rencontres politiques, Ouattara, procureur, c'est pas non plus pour ordonner ou manipuler ou planifier un complot quelconque. La Cour pénale internationale a suffisamment souffert de l'image de son procureur, Luis Moreno Ocampo, pour expliquer très clairement aussi que ce que fait Luis Moreno Ocampo est contrôlé par des juges indépendants dont une partie viennent d'Afrique, de tous les continents, et que c'est quand même un processus judiciaire. Ça quand même être légal tout ça. C'est pas des petits arrangements entre amis. Ouattara renvoie aussi Gbagbo devant la Cour pénale internationale pour dire à tout le monde, regardez, c'est pas une justice de vengeance que je mets en œuvre. La preuve, je le mets à la haie. Mais est-ce que Ouattara pourra renvoyer devant la Cour pénale internationale Guillaume Soro, dont on sait qu'ils sont pieds et poings liés un peu tous les deux ? Ce qui est extrêmement important aussi, parce qu'on finit par l'oublier, c'est que la période qui est jugée, c'est vraiment novembre 2010, décembre 2010 et avril 2011. C'est absolument stratégique. Parce que les partisans de Laurent Gbagbo, eux, ils disent « Ah ben non, il faut remonter depuis novembre 2002 avec toutes les exactions des Comzomes dans le Nord, toutes les exactions de ce qui s'est produit, les gendarmes assassinés, etc. » Attention, bien évidemment. La Cour va rendre une réponse très prochainement sur cette question-là, en disant il est tout à fait possible d'ailleurs qu'on puisse remonter jusqu'à 2002.
Donc ça peut être... Oui. C'est pas encore... c'est pas encore jugé. Jean-Karim Fall, mais sans... C'est aussi les escadrons de la mort du camp Gbagbo et tout ça. Il y a pas... Voilà. Mais sans revenir, Jean-Karim Fall, même sans remonter jusqu'à 2002, restons même sur cette période. On pense au massacre qu'il y a eu à Douékoué, notamment dans l'ouest du pays. Plus de 800 personnes qui ont été tuées par des proches de Guillaume Soro, par les forces nouvelles. Est-ce que ces gens-là vont être jugés pour leurs crimes et les commanditaires de ces crimes? Il y a quand même eu des exactions. On a vu de nombreux reportages sur le terrain. Mais moi, je ne vois pas comment Alassane Ouattara peut gérer un procès à la CPI avec Laurent Gbagbo et uniquement des dignitaires du FPI. Ça, je pense qu'il le sait, il l'a dit. Et pour répondre à votre question, Guillaume Soro, que nous avons interviewé il y a quelques semaines sur RFI, nous a dit très clairement que si des officiers supérieurs des forces nouvelles de l'époque étaient désignés comme coupables d'exactions, notamment dans l'ouest du pays, ils seraient livrés à la CPI. Et pour revenir sur ce que Vincent disait tout à l'heure, on peut très bien imaginer effectivement que dans cet appartement discret du 16e arrondissement, samedi, quand Alassane Ouattara et le procureur Ocampo se sont rencontrés, il y a eu un petit peu de balance, de palabres, de négociations, voilà. Bon, maintenant, Guillaume Soro, moi, à titre personnel, je sais pas ce que vous en pensez, mais Guillaume Soro devant la CPI, j'y crois. Ça paraît improbable quand même. Je suis absolument d'accord avec toi. Ça veut dire, c'est pour ça que c'est bon. Je veux dire, des confrères, en plus, le confrère Jean-Philippe Rémy du Monde, il a toujours de bonnes sources et autres. Mais qui dit, selon nos informations, en parlant de Guillaume Soro, c'est assez énorme. Si c'est vrai, ça voudrait dire qu'on est dans une stratégie politique à trois bandes où Alassane Ouattara voudrait à un moment donné se débarrasser de son Premier ministre. Là, on serait dans une autre option. Un Premier ministre qui contrôle complètement les forces armées. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas Alassane Ouattara qui a la main sur les forces armées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc ça signifierait, si Guillaume Soro, à un moment donné, est comme ça, ciblé, ça voudrait dire qu'on est dans un jeu politique complètement différent en Côte d'Ivoire. Il y a une théâtralité là-dedans. L'idée est de promouvoir ce constat que nul n'est à l'abri. Pas même Guillaume Soro, pour d'une certaine manière mieux le protéger de la réalité de son transfert. C'est-à-dire que lui-même serait, à mon avis, assez inspiré d'admettre l'idée que oui, dans l'hypothèse où, j'aurais moi aussi à déférer à. Mais je pense que, puisqu'on parlait de coût politique et qu'il faut raisonner en ces termes sans cynisme aucun à ce stade, le coût politique pour Alassane Ouattara d'un transfert de Guillaume Soro, quand on sait la primauté des anciens commandants de zone, des caïds qui aujourd'hui, d'une certaine manière, ont mis en coupe réglée Abidjan comme hier le nord du pays, là, ça paraît être absolument atomique. Florent Gel, un dernier mot. Les crimes dont on accuse le camp de Laurent Gbagbo, est-ce qu'ils sont les mêmes, vous qui avez enquêté sur place, que les crimes imputés au camp d'Alassane Ouattara? C'est toujours difficile de faire un degré dans les violences, dans les exactions. Si on prend les crimes individuellement, oui, il y a des exécutions sommaires, il y a des disparitions, il y a des viols, et ça, on l'a retrouvé dans les deux camps, entre guillemets. Pour autant, la nature des crimes qui ont été commis est un peu différente, puisque, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a eu une instrumentalisation de l'État et des organes de l'État pour commettre ces crimes dans la conservation du pouvoir d'après le camp Gbagbo. Sur les forces qui soutenaient Ouattara, ce sont des forces qui viennent dans des offensives et au cours desquelles sont commis des exactions. Pour autant, et c'est là où la question est posée sur Soro, on a vu aussi les dozos qui se sont répartis sur le territoire. Est-ce que ces forces ont été organisées selon un plan concerté pour notamment avec des instructions en disant ce territoire-là vous nous le nettoyez, etc. Il y a quand même quelques éléments qui laissent penser que c'est pas impossible. On fait une pause, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du débat. Laurent Gbagbo à La Haye, la réconciliation en Côte d'Ivoire est-elle menacée? On en parle avec nos invités, à tout de suite. Liz McComb, le gospel en état de grâce. Des spirituals à la soul. Liz McComb, avec ses cuivres et ses invités, c'est la quintessence de la musique noire américaine. Liz McComb, à l'Espace Cardin, du 6 au 10 décembre, ou en CD-DVD dans son intégrale.
Billetterie Fnac, plus sur lismacombe.com.